Bienvenue dans la deuxième partie des 3 présentations sur la pédiatrie. Nous vous recommandons de revoir la première partie avant de poursuivre. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur le coude, car le coude pédiatrique est souvent considéré comme une région anatomique très difficile à analyser. Nous commencerons par une révision rapide de l'anatomie modale du coude de l'adulte, puis nous reviendrons sur l'importance des coussinets adipeux pour les détections de fractures. Ensuite, nous aborderons le coude pédiatrique et l'introduction du moyen mnémotechnique Crito. Nous poursuivrons avec la définition des lignes humérales antérieures et capitelloradiales, qui sont essentielles lors de l'analyse des radiographies du coude. Nous examinerons ensuite quelques pathologies telles que le coude de nourrice, les fractures avulsions des épicondyles médiales et latérales, les fractures supracondyliennes et enfin les fractures luxation de Monteggia. Voici un rappel de la radioanatomie normale du coude en projection antéro-postérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous assurer que tout vous est familier. S'affiche maintenant un cliché de coude de profil. Vous pouvez mettre en pause si vous en avez besoin. L'articulation du coude a 2 coussinets adipeux qui résident dans la capsule articulaire. C'est l'apparence de ces coussinets qui peut alerter le radiologue d'un traumatisme sous-jacent. N'oubliez pas que la graisse est visualisée en gris foncé par rapport au gris plus clair des structures des tissus mous environnants. Le coussinet adipeux antérieur est visualisé sous la forme d'un petit triangle sombre situé en avant de l'humérus distal, juste au-dessus du capitulum. En revanche, le coussinet adipeux postérieur n'est pas visualisé sur la vue latérale car il réside au niveau de la fosse olecrânienne. Il est donc caché. Si le patient est radiographié avec son coude en extension, le processus olecrânien s'insère alors dans la fosse olecrânienne, ce qui déplacera postérieurement le coussinet adipeux. Ainsi, le coussinet adipeux postérieur est visualisé si le bras est en extension, mais pas visualisé sur la vue latérale. Si le patient subit une fracture à l'intérieur de la capsule articulaire, le saignement du site de la fracture remplit cette capsule de sang. Et c'est cette augmentation du volume du liquide dans la capsule articulaire qui déplace les coussinets adipeux. Donc le coussinet adipeux postérieur, qui est normalement caché dans la fosse olecrânienne, sur une incidence de profil normal, est chassé hors de cette fosse par l'augmentation du volume des fluides. Et on le retrouve ici. Pour le coussinet adipeux antérieur, qui est représenté normalement par un petit triangle sombre adjacent au cortex antérieur de l'humérus distal. Donc ici, il apparaît gonflé comme la voile d'un bateau. En analysant le cliché, plutôt que de visualiser un contour lisse entre la tête radiale et le col, il y a maintenant une angulation nette, indiquant que ce patient a subi donc une fracture du col du radius. Le coude pédiatrique peut être très délicat à analyser car les noyaux d'ossification sont nombreux. Il est possible d'utiliser le moyen mnémotechnique Crito ou Critol, on rajoute le L à la place du E, pour se souvenir de l'ordre dans lequel ils apparaissent. Ainsi, C c'est pour le capitulum, R la tête radiale, I épicondyle interne, T pour trochlée, O olecrâne, L ou pour latéral ou E pour externe, ça c'est à votre guise. Pour se souvenir de l'âge auquel ils apparaissent, il est facile de retenir qu'ils apparaissent à chaque année impaire. Donc le capitulum, c'est à 1 an, tête radiale 3 ans, et ainsi de suite. En général, ils ont tendance à se fusionner entre 13 et 16 ans, mais cela dépend à la fois du sexe et de l'âge auquel l'enfant atteint sa puberté. La chose la plus importante à retenir, c'est que la trochlée n'apparaît jamais avant l'épicondyle interne. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Regardons ensemble cette incidence antéro-postérieure d'un coude pédiatrique normal, montrant tous les éléments anatomiques que nous avons listés dans la diapositive précédente. Prenez quelques instants pour mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, sinon laissez-la avancer jusqu'à la diapositive suivante. Les fractures supracondyliennes se déplacent vers l'arrière. Nous utilisons donc la ligne humérale antérieure pour évaluer ce déplacement postérieur. Donc une ligne humérale antérieure normale est une ligne qui est tracée le long de la corticale antérieure de l'humérus distal et qui coupe en deux le capitulum par le tiers moyen.
Si vous avez une fracture supracondylienne déplacée postérieurement, la ligne humérale antérieure finira par couper en deux le capitulum, mais par le tiers proximal. Dans le cas de fracture supracondylienne très déplacée, elle peut même apparaître en avant du capitulum, ici. La seule situation où son utilisation n'est pas très précise, c'est chez les jeunes enfants, lorsque l'ossification du capitulum n'est pas suffisante pour pouvoir évaluer correctement la ligne humérale antérieure. La ligne capitello-radiale nous aide à évaluer la relation de la tête radiale avec le capitulum. L'axe du col du radius doit passer par le centre du capitulum sur les clichés de face et de profil, quel que soit le degré de flexion du coude. Si ce n'est pas le cas, pensez immédiatement à la luxation de la tête radiale ou à une fracture-luxation de Monteggia. La ligne capitello-radiale ne doit être tracée qu'à partir du col radial. Ces exemples ne sont d'ailleurs pas tous corrects. Par exemple, sur la photo A, on peut voir qu'il existe un angle entre le col radial et la diaphyse. Donc si vous tracez une ligne à partir de la diaphyse du radius, il est possible d'obtenir une impression de luxation, mais qui sera biaisée bien sûr. Donc ainsi, lorsque vous tracez votre ligne capitello-radiale, elle doit partir du milieu du col du radius, puis remonter à travers la tête radiale et couper en deux le capitulum. Ce n'est pas toujours précis chez les très jeunes enfants, comme nous pouvons le voir sur l'image D. La ligne est beaucoup trop longue et ne coupe pas le radius en son milieu, ce qui est donc inexact, et les photos A, B, C montrent des lignes capitello-radiales avec une relation normale, physiologique. La blessure de type coude de nourrice se produit chez les enfants de 2 à 5 ans, généralement des suites d'une traction brutale de l'avant-bras. Cliniquement, l'enfant maintient son avant-bras en semi-pronation. Puisque le ligament annulaire est très lâche et n'adhère pas fermement aux structures osseuses adjacentes, il glisse sur la tête radiale et se retrouve coincé dans l'articulation. On pourrait donc penser qu'il créerait un diastasis au niveau de cette articulation, mais ce ligament est tellement fin qu'il n'en est rien. Le ligament annulaire revient à sa position initiale lorsque vous mettez l'avant-bras en supination, donc en plaçant simplement le patient en position pour la réalisation d'un cliché de coude de face. Alors, vous réduirez la blessure et vous obtiendrez classiquement une apparence normale sur les radiographies. Les lésions par avulsion de l'épicondyle médial ou interne se produisent à la suite d'une chute sur la main tendue. Elles peuvent se présenter sous différentes formes, d'une simple avulsion à un piégeage dans l'interligne articulaire. Le déplacement se fait presque toujours vers le bas, et en règle générale, la lésion s'accompagne d'un œdème important des parties molles avoisinantes. Parfois, on retrouve une petite fracture en écaille au niveau de la métaphyse. L'épicondyle médial est normalement extracapsulaire, donc on ne s'attend pas à voir un épanchement articulaire associé. Si l'épicondyle médial a migré dans l'interligne articulaire médiale, il peut facilement être confondu avec la trochlée si celle-ci ne s'est pas encore ossifiée. C'est pourquoi il est absolument indispensable de ne pas oublier de réfléchir selon le moyen mnémotechnique CRITO. Une erreur de diagnostic entraîne un effet catastrophique sur le patient, puisque l'épicondyle piégé finira par se nécroser et détruira l'articulation. Évaluons rapidement cette image à l'aide de CRITO. C, donc voici le capitulum. R, tête radiale. I, là il semble y avoir une anomalie. T, pas de trochlée, pas d'olécrâne, pas d'épicondyle externe. Donc, C, R, I, le patient doit avoir approximativement 5 ans. On peut voir que l'épicondyle médial a été rétracté médialement et légèrement vers le bas. Remarquez la tuméfaction des tissus mous associés. Et on remarque aussi une minuscule fracture par avulsion au niveau de la métaphyse ici.
Donc résumons en utilisant l'approche quoi ou comment. Quoi, une fracture avulsion, ou de l'épicondyle médial droit, comment, avec un déplacement médial. Et nous pouvons maintenant rédiger l'évaluation clinique préliminaire en disant qu'il existe une fracture avulsion de l'épicondyle médial droit avec un déplacement médial. Analysons ce cliché. C, capitulum. R, tête radiale. I, ici il n'y a plus rien. T pour la trochlée. Sur l'incidence de profil, on retrouve l'olécrâne. Et en repassant sur la face, on retrouve l'épicondyle latéral ou externe. Donc l'épicondyle médial est manquant. Regardons à nouveau la région de l'épicondyle médial où on se retrouve avec un aspect carré. L'épicondyle médial a été avulsé vers le bas et se retrouve maintenant piégé dans la capsule articulaire. Sur l'incidence de profil, la migration du fragment osseux est maintenant clairement visible. Remarquez également l'œdème important des tissus mous associés à cette fracture. À titre d'information, regardez à nouveau le cliché de face et retenez l'aspect normal de l'épicondyle latéral. Notez qu'il y a physiologiquement un espace entre l'épicondyle latéral et l'humérus distal au moment du développement. En revanche, l'aspect physiologique de l'épicondyle médial est de chevaucher l'humérus distal, ce qui signifie qu'il n'y a normalement pas d'espace entre l'épicondyle médial et l'humérus distal. Enfin, puisque les crytos ou crytoles sont tous présents, cela signifie que ce patient est un enfant d'environ 11 ans. Résumons en utilisant l'approche quoi ou comment. Quoi, c'est donc une fracture avulsion, ou de l'épicondyle médial gauche. Comment, piégé dans l'articulation ulno-humérale. Et nous pouvons maintenant combiner ces éléments dans une évaluation clinique préliminaire complète et dire que l'on retrouve une fracture avulsion de l'épicondyle médial gauche piégée dans l'articulation ulno-humérale. Les fractures de l'épicondyle latéral sont les deuxièmes fractures du coude les plus fréquentes en pédiatrie. Elles représentent à peu près 10% et elles sont rencontrées généralement chez les enfants âgés de 4 à 10 ans. Elles peuvent être incomplètes, comme les deux premières images de gauche, donc ici et ici, donc là incomplètes puisqu'elles ne traversent pas le cartilage jusqu'à la surface articulaire. Ou elles peuvent être complètes, donc vous voyez ici la différence, c'est que ça vient jusqu'à la surface articulaire, et après on a des déplacements. Donc une lésion complète, donc les trois images de droite, ça correspond à une lésion de type 4 selon la classification de Salter-Harris. Et il ne faut pas oublier que dans le coude pédiatrique, le cartilage non ossifié n'est pas visible sur l'image, ce qui donne l'impression qu'il n'y a rien, et c'est faux. Une fracture du cartilage non ossifié peut créer un épanchement articulaire de la même manière qu'un os ossifié. Cependant, si vous ne voyez pas la fracture s'étendre jusqu'à la surface articulaire, parce qu'elle n'est pas ossifiée, vous ne pouvez pas conclure à une lésion Salter-Harris de type 4. Les fractures supracondyliennes sont les fractures les plus fréquemment rencontrées dans les blessures pédiatriques du coude, représentant environ 60 à 70% des cas incidents. Examinons d'abord le cliché de profil normal. Dans ce type de situation, on doit retrouver un aspect en sablier, comme ceci. Cet aspect est perturbé en cas de fracture supracondylienne. Souvenez-vous, l'intérêt de la ligne humérale antérieure. Elle doit suivre donc la corticale antérieure de l'humérus distal et couper le capitulum au tiers moyen. Passons maintenant aux cas anormaux. Au premier coup d'œil, on remarque un probable trait de fracture horizontale sur l'incidence de face. Examinons le profil. Remarquez l'importance de l'œdème des parties molles, ainsi que la visibilité du coussinet adipeux postérieur, ce qui indique la présence d'une fracture. Tracez maintenant la ligne humérale antérieure
et vous remarquez qu'elle coupe le capitulum à travers le tiers antérieur, ce qui indique que ce dernier a été déplacé vers l'arrière ou dorsalement. Donc résumons en utilisant l'approche quoi ou comment. Quoi, c'est une fracture ou de la région supracondylienne gauche, comment, avec un déplacement dorsal. Et nous pouvons maintenant combiner ces éléments dans une évaluation clinique préliminaire complète et dire qu'il y a une fracture supracondylienne de l'humérus distal gauche avec un déplacement dorsal. Les fractures luxation de Monteggia se caractérisent par une fracture de l'ulna proximale associée à une luxation de la tête radiale. La ligne capitello-radiale est très utile dans ces cas. Rappelez-vous, c'est une ligne qui doit passer par le radius proximal et couper le capitulum en deux sur chacune des projections. Or, nous voyons que sur ces clichés, que la tête radiale est luxée vers l'avant, et on note également que l'ulna proximale présente une fracture très angulaire. La règle d'or à retenir de cette slide, c'est que toute fracture isolée de l'ulna doit faire rechercher une luxation associée de la tête radiale. Donc résumons en utilisant l'approche quoi ou comment. Quoi, c'est donc une fracture luxation ou fracture de Monteggia, ou de l'ulna proximale et de l'articulation radio-humérale à droite. Comment, la luxation est antérieure et la fracture est angulaire. Donc, nous pouvons rédiger une évaluation clinique préliminaire et dire que l'avant-bras droit présente une fracture de Monteggia avec une luxation antérieure de la tête radiale et une fracture angulaire de l'ulna proximale. Nous sommes arrivés à terme de ce cours. Je vous propose de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie consacrée aux fractures pédiatriques des membres inférieurs. À bientôt!